Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session du cycle des conférences de Jane qui sont organisées par Faunal4 et le Jane Goodall Institute. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez tous, nous recevons Florian Cléty, qui fait partie de cette nouvelle génération de chercheurs qui étudie vraiment l'animal dans son milieu naturel, avec une approche pluridisciplinaire et holistique. Ces recherches, vous le savez, puisque vous avez tous déjà un petit peu lu, portent sur le hamster d'Europe, cette espèce qui est aujourd'hui menacée de disparition, et plus particulièrement sur les pratiques agricoles innovantes, de façon à ce qu'elles soient positives à la fois pour l'animal lui-même, mais aussi pour les intérêts techniques et économiques des agriculteurs. Donc, les découvertes qu'il va nous présenter maintenant sont d'ores et déjà mises en œuvre par plus de 200 agriculteurs sur plus de 3500 hectares en Alsace. Elles ont été présentées à la DGA à Bruxelles de façon à ce que cette initiative soit étendue sur l'ensemble de l'Europe, c'est dire le succès qu'il remporte. Et au-delà d'être un chercheur dont l'activité nous a particulièrement marqué et qui justifie qu'il ait obtenu à l'unanimité le premier prix du jeune chercheur Jane Goodall en 2020. Félicitations encore. C'est quelqu'un de très engagé au quotidien et dans son environnement, dans sa communauté. Il a étudié à l'IPHC, si je ne m'abuse, à Strasbourg, qu'on ne présente plus. Et comme le soulignait le docteur Caroline Ambold, qui était à la fois la personne qu'il a encadrée en master et en thèse, mais qui est aussi la responsable du département d'écologie, de physiologie et d'éthologie de l'IPHC. Il est par exemple à l'origine d'un jardin partagé au sein de l'université de Strasbourg, et ça, on a trouvé que c'était quand même révélateur d'un certain caractère. Il est photographe naturaliste, il est poète à ses heures, il parle avec une passion contagieuse de son sujet d'étude, ce qu'il va faire maintenant. Durant la conférence, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à nous poser vos questions, et lui, il y répondra en fin de conférence, avant que Jean-François Courreau fasse une magistrale conclusion, comme toujours, de la conférence qui prendra fin à 20 heures. Voilà, Florian, nous sommes tout oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais déjà essayer de partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous le voyez bien? Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci également à l'Institut Jane Goodall pour le prix qui m'a été décerné. Alors, je tiens quand même à préciser que tout ce que j'ai pu faire et les réussites sont une réussite de travail en équipe. C'est au sein avec justement Caroline Abold et puis également Mathilde Tissier qui était en thèse avant moi, qu'on a réussi à mettre en place ces différentes choses et l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille. Donc, ce n'est pas du tout un travail que j'ai fait tout seul. Donc, je tiens quand même à préciser ça. C'est en recherche, on a quand même c'est rarement seul qu'on mène les choses. Donc, merci à tous d'être présents ce soir donc pour cette conférence qu'on peut intituler « Quelle place pour la biodiversité en milieu agricole ?» Donc, peut-être je ne sais pas s'il y a encore besoin de me présenter après cette introduction de Galit Kenan. Effectivement, j'ai fait ma thèse à l'IPHC, donc à l'Université de Strasbourg, mais au sein de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien du CNRS. Une thèse qui a porté sur l'alimentation du grand hamster, donc la petite bébête que vous voyez normalement en haut à droite sur votre écran. Donc, l'alimentation du grand hamster, l'effet sur sa biologie et le lien avec les pratiques agricoles et la biodiversité. À l'heure actuelle, je travaille maintenant, donc j'ai fini ma thèse en décembre 2020 et j'ai un contrat postdoctoral de quelques mois dans lequel je travaille au sein du programme GERICO qui s'intéresse aux coulées d'eau boueuses et notamment à essayer de comprendre les risques et les solutions qu'on peut mettre en place. Et donc, dans ce cadre-là, on essaye de développer et d'étudier l'intérêt de l'agroforesterie pour limiter les coulées d'eau boueuses. Et dans ce cadre de ce projet, je m'intéresse moi particulièrement au lien entre agroforesterie et biodiversité. Et donc, j'ai ce contrat au sein de l'ENGES qui se trouve également à Strasbourg. Bon, je crois que si tout le monde est prêt, on va commencer sérieusement. Alors, je vais prendre un petit pointeur à laser si j'en ai besoin. Alors, le 9 juin 2011, la France a été menacée d'une sanction de 17 millions d'euros pour n'avoir pas su préserver le grand hamster.
Donc, c'est la Cour européenne la Cour de justice de l'Union européenne qui a mis en place qui a délivré cette sentence, on peut dire, de 17 millions d'euros pour une espèce, un petit rongeur qui n'avait pas été protégé correctement. Alors, entre-temps, suite à cette condamnation, la France a mis en place différents projets, différentes mesures pour essayer de pallier à cela et éviter cette sanction de 17 millions d'euros, plus toutes les astreintes supplémentaires, tant que la situation n'était pas réglée. Et donc, dans les différentes mesures, il y a des projets qui ont vu le jour, et notamment les projets auxquels j'ai pu participer et dont je vais présenter certains résultats ou de manière générale, certaines choses ce soir. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que c'est vraiment quand on touche à notre portefeuille qu'on est prêt, en tant que société, à faire un pas pour la protection des espèces, et qu'avant cela, c'est un petit peu compliqué. Alors, concernant ce grand hamster et cette disparition, vous avez sur la carte à gauche l'aire de répartition du grand hamster historique en hachuré et présente en rouge. Et on constate qu'il y a eu une forte diminution de son aire de répartition en Alsace. Alors pourquoi l'Alsace? Parce qu'en France, c'est la seule région où l'espèce était présente naturellement. Mais donc une forte diminution de cette aire de répartition, avec 329 communes de présence en 1972 contre une vingtaine, voire moins d'une vingtaine à l'heure actuelle. La situation dans le monde n'est pas meilleure. Donc, vous avez en gris sur cette carte à droite l'aire de répartition historique du grand hamster et l'actualisation en rose entre 1998 et 2015. Et on constate que donc en blanc, c'est l'ère où il n'y a plus de hamster et que cette ère de présence régresse. En Russie, il n'y a pas l'actualisation, mais ça suit la même tendance. Et donc, on a une perte depuis les années 70 de 74% de son aire de répartition en Europe, contre 94% de son aire de répartition de diminution en France. En plus de cette diminution d'aire de répartition, il y a bien évidemment les populations présentes qui sont encore sur place qui diminuent également. Alors, cette diminution a valu à l'espèce en 2020 de gagner le statut d'espèce en danger critique de disparition, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc voilà, le hamster est maintenant considéré en danger critique de disparition suite à cette diminution d'aire de répartition et de population constatée ces dernières décennies. Alors, le grand hamster, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit rongeur, comme vous voyez sur cette photo. Bon, petit, il s'appelle grand hamster pas pour rien. Par rapport à d'autres rongeurs, il est un peu plus grand, on va dire. Il fait une quinzaine de centimètres de long pour 150 grammes à 500 grammes. Et il vit dans les milieux agricoles, dans les cultures. Il fait des terriers de 50 cm à 2 mètres de profondeur. Et il consomme l'alimentation qu'il trouve à sa disposition, puisque c'est une espèce généraliste. Il va notamment consommer des graines, ou des tubercules, par exemple. Il va consommer les parties végétatives des plantes qu'il va trouver. Mais il est aussi friand de tout ce qui est invertébré, notamment les vers de terre. Alors, je vous ai parlé de la diminution du hamster, mais ce n'est pas la seule espèce à diminuer dans les milieux agricoles. Si on prend l'exemple des oiseaux, une étude au Royaume-Uni a par exemple montré qu'une diminution de 56% a été constatée depuis les années 70. Donc 56% des oiseaux qui sont vraiment liés au milieu agricole, les espèces liées au milieu agricole, ont diminué fortement. Si on regarde en France, on a un déclin qui est relativement similaire, de près de 40% depuis, on va dire, les années 90. Et c'est illustré par cette étude donc, du suivi temporel des oiseaux communs, avec les espèces liées au milieu agricole qui sont en vert sur ce graphique et qui sont vraiment les espèces qui déclinent le plus parmi l'ensemble des espèces. Alors, les oiseaux ne sont pas les seuls à décliner. On a également de nombreuses espèces d'insectes qui sont en déclin. Et puis, on observe un déclin de la diversité et de l'abondance de la flore également, avec par exemple une perte de 50% de la diversité des plantes adventices dans les cultures, les plantes adventices qu'on appelle parfois les mauvaises herbes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette évolution et ces dangers pour la biodiversité? Eh bien, il faut bien se rendre compte de l'évolution qu'il y a eu dans l'agriculture, pour l'agriculture ces dernières décennies.
On peut l'illustrer avec cette évolution que je vous représente ici d'une zone, des photographies aériennes d'une commune alsacienne qui est Griesheim-Fremolsheim, une zone où le hamster était présent historiquement et où, au début des années 50, on avait encore un très grand nombre de petites parcelles qui étaient présentes. Et petit à petit, au cours des décennies, on est arrivé à une homogénéisation du paysage avec quelques grandes parcelles suite à un remembrement massif. Donc, avec ce remembrement, nous avons une augmentation de la taille des parcelles et une perte de la diversité des cultures, mais aussi une perte de milieux naturels et semi-naturels, tels que les haies et les bords de champs. Et puis, à l'heure actuelle, on arrive à ce genre de paysages agricoles qui sont, donc là, c'est une photographie prise par drone de la plaine d'Alsace au printemps, donc avant le semis du maïs, où on voit principalement des champs labourés sans qu'il n'y ait presque aucun habitat disponible pour les espèces. Alors, dans cette région que je connais un peu mieux que le reste, on va dire, l'Alsace, le maïs représente 60% des terres arables et maïs plus blé, c'est 80% des terres arables. Donc, on est vraiment dans une situation de monoculture où, à une voire deux cultures, on a la grande partie des terres cultivées. Alors, en quoi est-ce que cette agriculture menace les espèces? Eh bien, il y a la disparition de l'habitat dont je viens de parler, mais aussi les pesticides, comme vous vous en doutez, qui impactent la biodiversité. Peut-être un petit peu moins connu, on y pense moins facilement, c'est la modification de la protection par rapport aux prédateurs, notamment quand vous avez des espaces à nu et sans couverture végétale, la prédation peut être plus importante, et c'est notamment le cas, un des problèmes pour le grand hamster. Mais il y a aussi l'alimentation qui, elle, est un élément majeur, la modification de l'alimentation, que ce soit en termes de disponibilité alimentaire, de quantité de nourriture disponible, mais aussi de la qualité de l'alimentation présente. Alors, concernant le grand hamster, qu'est-ce qui est déjà connu ou qu'est-ce qui était connu avant que je m'intéresse à tout ça? Eh bien, une étude de Mathilde Tissier est effectuée également au laboratoire, enfin, dans le cadre au CNRS, là où j'ai travaillé. Cette étude a montré que la monoculture de maïs est négative pour le hamster, notamment en termes de masse corporelle à la sortie d'hibernation. Et c'est une étude c'est des mesures qui ont été, des données qui ont été reprises sur plusieurs décennies, qui ont montré que cette monoculture de maïs est vraiment liée à une baisse de la condition corporelle du hamster. Et puis, il y a une autre étude qui a permis de montrer que le maïs en tant que tel est une plante qui, quand elle est une part majoritaire du régime alimentaire du hamster, va entraîner des carences importantes chez cette espèce, et donc carences qui peuvent même entraîner l'infanticide chez les mères, donc les mères qui vont tuer leurs jeunes, et c'est notamment lié à des carences en vitamine B3. Donc monoculture de maïs qui entraîne ces problèmes, mais ce qui a été montré aussi, c'est que, notamment pour la reproduction, le hamster a besoin d'un apport en protéines relativement important, et protéines qu'il peut trouver, par exemple, en consommant des invertébrés tels que les vers de terre dans son environnement. Alors ensuite, je peux peut-être vous présenter rapidement une étude que nous avons menée, et donc là c'était dans le cadre de mon stage de master, et dans laquelle nous avons cherché à savoir par rapport à cet état initial qui a été constaté en laboratoire, donc ces carences observées, que ce soit dans le maïs, mais aussi dans d'autres aliments avec des carences en protéines. Nous avons cherché à savoir si dans le milieu naturel ou dans un milieu plus naturel, le hamster serait capable de pallier ces carences en consommant les plantes et les animaux présents dans le milieu naturel. Donc, nous avons mené des tests dans des enclos en extérieur. Nous avons fait pousser des cultures, soit des enclos ensemencés avec du maïs, soit des enclos ensemencés avec du blé, soit un mélange de cultures avec blé, maïs, tournesol et luzerne. Et donc, dans ces enclos-là, j'ai fait des relevés de végétation. Et nous avons pu constater que la végétation, la diversité des espèces végétales présentes, en plus des plantes que nous avions semées, était plus importante dans les enclos où il y avait un mélange de cultures que dans les enclos où nous avions finalement une monoculture, qui imitait les conditions de monoculture. J'ai également effectué des mesures de faune, présente, de faune épigée, donc la faune qui court à la surface du sol. Et de la même manière, nous avons pu montrer qu'avec suite à ces analyses, dans les parcelles avec un mélange de cultures, il y avait une abondance plus importante de faune que dans les parcelles en monoculture, que ce soit du blé ou du maïs. Et enfin, concernant le hamster, donc nous avions des couples dans les enclos, et nous avons constaté que seuls les enclos avec un mélange de cultures ont permis une reproduction correcte du hamster,
et que cette reproduction n'était pas ou très peu possible dans la monoculture de maïs, mais aussi dans la monoculture de blé, sachant que le blé était considéré comme une culture favorable pour le hamster. Donc c'est vraiment un problème qui semble lié à la monoculture et pas uniquement au maïs. Alors c'est un petit peu ce qui a servi de base à ma thèse. Et du coup, dans ma thèse, une des questions était de savoir par rapport à l'alimentation présente dans l'environnement du hamster, comment est-ce que cette alimentation va pouvoir, cette ressource alimentaire va affecter la nutrition de l'espèce et donc la biologie du hamster. Et je me suis également intéressé à savoir comment est-ce que l'agriculture en tant que telle, va, à travers les pratiques agricoles qui sont mises en place, va pouvoir influencer cette végétation et cette disponibilité alimentaire pour le hamster. De manière générale, c'est donc l'ensemble des relations entre l'agriculture et la biodiversité, plus représentée ici par le hamster, mais aussi par son alimentation, que j'ai testé dans le projet de ma thèse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au hamster? Tout d'abord, j'ai étudié son alimentation, donc j'ai essayé de regarder un petit peu la sélection alimentaire qu'il pouvait opérer, afin de mieux comprendre ses besoins, quels sont ses besoins et ce dont il a besoin. J'ai également effectué une recherche sur l'effet de différents régimes alimentaires afin de pouvoir trouver effet de régime alimentaire. On a essayé des régimes avec plusieurs aliments différents qui étaient proposés. Et le but était de trouver quelles associations de cultures seraient intéressantes à conseiller aux agriculteurs à mettre en place pour pouvoir bénéficier aux hamsters. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats que nous avons obtenus. Je vais directement aux principales conclusions. Tout d'abord, que nous avons remis en évidence l'importance de la supplémentation protéique, et notamment pour la reproduction. Et c'était encore plus le cas que ce que nous pensions. Donc, vraiment un besoin très fort de cette supplémentation protéique qui est principalement fournie par les invertébrés présents dans les parcelles. Il y a également besoin d'un régime alimentaire diversifié. Une seule culture a très peu de chances de permettre au hamster de se reproduire correctement et de manière générale de lui permettre de se développer. Et puis, j'ai pu montrer que des plantes à différents stades végétatifs pouvaient être intéressants, pas uniquement par exemple le blé, les grains de blé à l'état mature, mais que du blé en germinaison aurait un intérêt supplémentaire que juste les grains de blé tout seuls. Une association de cultures a été mise en évidence comme particulièrement intéressante, l'association blé-soja. J'en reparlerai peut-être rapidement un petit peu plus tard. Et puis enfin, j'ai pu montrer qu'un bon régime pour la reproduction peut compenser une mauvaise hibernation. Donc, ce qui permet de voir que, je ne suis pas entré dans le détail sur l'hibernation, le hamster est un hibernant, mais si l'hibernation est relativement mauvaise, si jamais le hamster sort dans une parcelle où il va avoir une bonne ressource alimentaire, et il pourra tout de même se reproduire. Voilà, alors ce que j'ai pu réaliser dans ma thèse, c'est vraiment m'intéresser à cette question donc, de végétation et de faune, donc cette alimentation disponible pour le hamster, comment est-ce que ça va pouvoir influer sur cette espèce. Et donc, je me suis aussi intéressé à la question de savoir comment est-ce que cette agriculture va impacter la nourriture disponible et la diversité en végétation et en faune. Alors, j'ai notamment effectué une étude qui cherchait à comparer l'agriculture de conservation à une agriculture conventionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture de conservation? Eh bien, en fait, c'est un modèle agricole qui se base sur la maximisation de la couverture du sol, c'est-à-dire des couverts végétaux le plus possible dans les parcelles, la réduction de l'absence de travail du sol pour limiter les perturbations au sein de la parcelle, au sein du système agricole, et la diversification des cultures, donc la rotation des cultures, mais aussi la diversification à l'échelle du paysage, avec de nombreuses cultures différentes présentes au sein du même écosystème agricole. Alors, petit souci de... Bon. Et donc, ce que j'ai pu montrer avec ce que j'ai pu observer avec cette étude, dans laquelle j'ai pu mesurer la faune invertébrée présente dans les parcelles, justement, en comparant l'agriculture de conservation et l'agriculture conventionnelle, j'ai pu montrer qu'il y avait une plus grande abondance de faune invertébrée dans les parcelles en agriculture de conservation. Et donc, cette agriculture de conservation, avec la diversité que ça apportait, avait une incidence pour la faune, mais du coup également serait intéressante pour le hamster. Alors ça, c'est quelque chose qui est confirmé par d'autres études dans la littérature scientifique.
Alors voilà ce que je peux dire par rapport au hamster, mais je vais essayer maintenant d'avoir une vision un peu plus générale de la biodiversité dans l'écosystème agricole, de sortir un petit peu du focus hamster et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il est possible de mettre en place un écosystème agricole qui soit favorable à la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les milieux agricoles pour favoriser cette biodiversité? Juste un verre d'eau. Alors voilà un petit peu sur cette illustration la situation que l'on peut avoir dans un écosystème, enfin, c'est un paysage agricole intensif, comme celui que nous avons vu en photo dans le début de la présentation, avec une grande partie de champs qui sont en monoculture, avec la même culture semée partout, et puis un champ, des parcelles à nu, avec le sol à nu une grande partie de l'année. Alors, la première chose qu'on peut mettre en place dans un système comme celui-là, c'est de mettre en place des bords de chemin qui sont enherbés, éventuellement même fleuris. Donc, de restaurer une végétation sur le bord des chemins, qui sont souvent une partie qui n'est pas tellement utilisée par les agriculteurs. Et donc, ça permet déjà de réinstaurer des habitats et une ressource alimentaire pour la faune. Et puis, on peut aussi favoriser le retour de certaines prairies dans le paysage agricole, qui vont, encore une fois, permettre d'avoir une végétation permanente, que ce soit sur plusieurs années avec des prairies temporaires, ou même de manière permanente avec les prairies permanentes. Et puis, ce qu'on peut mettre en place, c'est justement les couverts végétaux dont je parlais, et donc essayer de maximiser ces couverts végétaux pour que le sol soit le moins possible à nu et puis que les espèces présentes dans l'écosystème agricole aient une ressource alimentaire et puis un habitat, une protection sur une plus grande partie de l'année. Et surtout, ce qui est particulièrement présent dans la littérature scientifique, c'est l'intérêt de diversifier les cultures au sein du paysage agricole, de ne pas garder une monoculture, mais d'avoir à la fois une rotation des cultures et de diversifier les différentes espèces que l'on va cultiver au sein du même système, qui vont apporter autant de ressources alimentaires différentes et d'habitats différents pour la biodiversité. Alors, un des premiers éléments auxquels vous auriez sûrement pensé, c'est remettre des arbres et des structures arborées au sein de l'écosystème agricole. Ça peut être des haies, mais aussi des alignements d'arbres ou des arbres isolés au sein des parcelles ou entre les parcelles. Et puis, en plus de ces arbres, il y a d'autres structures qui peuvent être importantes pour créer des habitats pour la biodiversité, tels que des pierres ou du bois mort. Il y a également l'élevage qui permet à différentes espèces qui est favorable pour différentes espèces de faune, mais également de flore. C'est réinstaurer l'élevage dans l'écosystème agricole et dans le paysage agricole permet encore une fois d'apporter une biodiversité et de favoriser la biodiversité présente. Et puis les pratiques agricoles, vous pouvez penser notamment aux pesticides qui permettent l'arrêt des pesticides ou la limitation des pesticides qui permettent de retrouver davantage de diversité, puisque les pesticides ont un impact direct sur certaines espèces, notamment au niveau de la diversité végétale, mais aussi de la diversité animale. Donc, représenté ici par quelques adventices qu'on retrouve de nouveau au sein des cultures, si jamais on traite un petit peu moins. Mais les pratiques agricoles ne se limitent pas seulement aux pesticides ou aux intrants, c'est également le travail du sol qui peut être modifié, avec d'un côté ce qu'on fait en agriculture conventionnelle, le labour, et puis on peut essayer d'avoir un travail du sol moins intensif, avec un travail superficiel, voire pas de travail du sol du tout. Et puis la matière organique, de quelle manière la matière organique est gérée dans le système va également avoir une influence pour la biodiversité présente. Alors, ces pratiques agricoles, c'est déjà au niveau de la parcelle et on s'intéresse donc à diversifier notamment les espèces qui vont spontanément se développer. Mais l'agriculteur peut aussi chercher à essayer de diversifier les espèces qu'il va cultiver lui-même. Au lieu de cultiver une seule culture, il va pouvoir mettre en place plusieurs plantes dans la parcelle, volontairement. Alors, ça peut être une culture principale avec des plantes associées, que ce soit une plante de couverture, par exemple du trèfle avec du blé ou avec du maïs, ou une légumineuse qui va apporter quelques intérêts pour l'agriculteur et tout de même permettre de récolter la culture principale. Ça peut aussi être deux cultures principales qui vont être cultivées ensemble dans la même parcelle et être récoltées ensemble.
Une autre manière de cultiver plusieurs cultures dans la même parcelle, c'est ce qu'on appelle le relay cropping ou les cultures relais, qui sont en fait des cultures qui vont prendre qui vont s'enchaîner les unes après les autres et qui vont donc permettre d'avoir des cultures présentes plus longtemps durant l'année dans la parcelle et moins de perturbations. Alors, donc vous avez une culture qui est semée, par exemple, à l'automne, qui va pousser, et une autre culture est semée en bande dans cette première culture. Et une fois que la première culture est récoltée, la seconde aura plus de place pour pousser et va se développer. Donc, c'est typiquement ce qui est fait avec des systèmes comme des relay cropping avec du blé et du soja, notamment aux États-Unis où ça se fait beaucoup. Donc, le blé est semé à l'automne, le soja au printemps en bande dans le blé. Une fois que le blé est moissonné à la fin du printemps, début de l'été, eh bien le soja a toute la place pour pousser jusqu'à l'automne. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque le blé soja? Parce que, si vous vous rappelez bien, c'est la culture principalement la plus intéressante pour le hamster que nous avons pu identifier dans nos expérimentations. Alors, une autre façon de diversifier les espèces qui sont présentes et les habitats présents au sein de la parcelle, c'est de mettre en place des bandes enherbées, comme je l'ai illustré ici, donc qui permet d'avoir, encore une fois, une végétation permanente qui est au plus près que l'on retrouve de manière régulière, donc en bande au sein des parcelles. Et puis sur ces bandes enherbées, il est possible de mettre en place des arbres qui vont permettre de valoriser aussi la présence de bandes qui ne sont pas cultivées directement par l'agriculteur. Et donc, on arrive à des systèmes d'agroforesterie, ici des cultures en allées, donc, qui s'appellent alley cropping. Voilà un petit peu les différentes structures qu'il est possible de mettre en place dans le milieu agricole qui vont avoir un intérêt pour cette biodiversité. Alors, quel intérêt? Je vais essayer rapidement sans rentrer dans les détails, de faire un petit peu le tour. Alors, tout d'abord, pour la flore, c'est sûr que quand vous avez un arrêt des pesticides ou une diminution des pesticides, et ben, ça va permettre de diversifier la flore qui est présente. De la même manière, les bandes enherbées, les prairies, et puis les bords de haies vont permettre à la flore de se développer, mais aussi rien que les haies en tant que telles, ou les arbres qui sont implantés dans les systèmes en agroforesterie, sont particulièrement intéressants pour diversifier les espèces végétales présentes. Donc, concernant la faune du sol va bénéficier de la matière organique qui est présente. Donc, plus il y aura de matière organique, plus elle va pouvoir se développer. Matière organique, là, l'élevage est particulièrement important pour permettre à cette matière organique d'être présente dans le système agricole. Mais il y a également la matière organique qui peut être produite par les couverts végétaux ou alors par les arbres, que ce soit par les feuilles qui tombent, les branches ou même les tissus racinaires qui permettent d'augmenter la matière organique présente dans l'écosystème agricole. Un autre élément qui est intéressant pour la faune du sol, c'est de diminuer l'intensité des perturbations, et donc notamment le travail du sol réduit ou alors même le non-travail du sol, qui vont particulièrement favoriser cette faune du sol. Alors, concernant les invertébrés, alors bien sûr, il y a les pollinisateurs, mais il y a aussi les carabes, les différents coléoptères et d'autres insectes qui sont présents dans le milieu agricole. Et concernant ces invertébrés, il y en a de très nombreux qui vont être particulièrement dépendants de toutes ces structures semi-naturelles présentes dans le paysage. Alors, donc, sous le semi-naturel, les haies, j'en parlais, les rochers, le bois mort, les bois, les structures arborées de manière générale, mais aussi les structures herbacées permanentes, qui sont tout autant d'habitats pour ces espèces, ou alors de refuges sur des périodes telles que l'hiver, ou alors l'été quand il fait sec, ou alors même quand un champ est à nu, moissonné, labouré, peu importe, et bien ce sont des refuges pour cette biodiversité. Et la présence de ces habitats semi-naturels va être particulièrement importante pour le développement de ces espèces et le maintien de ces espèces dans l'écosystème agricole. Et elles vont pouvoir être d'autant plus abondantes et diversifiées s'il y a beaucoup d'habitats semi-naturels. Alors, il n'y a pas seulement la structure du paysage de manière générale qui va avoir son influence, mais également ce qui est fait au sein des parcelles avec, comme j'en parlais tout à l'heure, des pratiques telles que l'agriculture de conservation avec des couverts végétaux maximisés, peu de perturbations du sol, qui vont favoriser la vie du sol, avec les carapes par exemple. Concernant les mammifères,
j'ai déjà parlé du hamster, on avait vu qu'il y a vraiment un besoin de diversité végétale, donc diversité végétale qui est permise à la fois par une diminution des pesticides, mais aussi les cultures associées qui sont mises en place, mais aussi par toute la faune qui va être favorisée par les autres structures mises en place. Concernant le lièvre, c'est un petit peu différent puisque le hamster est cantonné à une surface relativement restreinte, quelques mètres, dizaines de mètres autour de son terrier, alors que le lièvre peut parcourir des espaces plus importants. Et donc là, on a un intérêt supplémentaire à avoir un paysage agricole diversifié, avec des habitats semi-naturels, mais aussi une diversification des parcelles et des cultures dans le paysage agricole. De la même manière, pour les chauves-souris, c'est relativement similaire. Si on a un habitat diversifié, c'est particulièrement important. Et là, les chauves-souris bénéficient beaucoup des aliments d'arbres, de la présence de l'arbre, d'une structure arborée, mais aussi des pratiques qui vont favoriser la biodiversité au sein des parcelles mêmes, puisqu'il y a des études qui ont montré que, par exemple, l'agriculture de conservation ou l'agriculture biologique, par rapport à des pratiques conventionnelles, favorise l'activité des chauves-souris. Et enfin, les oiseaux, pour les oiseaux, ça va être très dépendant des espèces, mais il y a des espèces qui vont nicher dans les parcelles, d'autres qui vont nicher dans justement ces habitats semi-naturels. Et donc, l'ensemble de ces éléments vont avoir des intérêts. Parfois, c'est pour l'habitat, parfois, c'est pour l'alimentation, ou des fois pour les deux. Alors, voilà un petit peu les différents intérêts pour la biodiversité qu'on peut avoir. Alors, il y aurait plein de détails à donner, mais je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir tous ces intérêts qu'on peut avoir en mettant en place des différentes structures dans l'écosystème agricole. Mais par contre, ce dont on peut se rendre compte, c'est que finalement, c'est pas la biodiversité qui va dire, enfin, la biodiversité bénéficie de la mise en place de tout cela, mais en fait, on se base sur la biodiversité pour mettre en place tout cela, sur la diversité des espèces, sur la biodiversité des essences d'arbres ou d'arbustes, pour mettre en place les haies, etc. Et finalement, la mise en place de ce système se fait grâce à la biodiversité. Et on appelle parfois ces systèmes, ces méthodes alternatives qui sont plus durables, des systèmes basés sur la biodiversité, des systèmes agricoles basés sur la biodiversité, puisqu'on utilise la biodiversité pour enrichir l'écosystème agricole. Et alors, ce qui est vraiment intéressant à se rendre compte, et je vais essayer de faire encore un petit point là-dessus, les différents intérêts que cela peut apporter, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour nous et à des échelles beaucoup plus larges. Et le premier intérêt, c'est, si je reprends cette illustration que j'avais au début, et que je compare à ce que nous avons au final après avoir mis en place toutes ces structures, eh bien, on se rend compte que le paysage agricole est beaucoup plus attrayant, attractif. Et donc, c'est un des premiers éléments des premiers intérêts de développer ce genre de pratique, c'est que pour les utilisateurs, les usagers, que nous sommes plus ou moins tous à un moment ou à un autre, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant d'avoir un paysage agricole qui soit diversifié avec des arbres, avec des haies, avec des cultures diversifiées, des fleurs, etc. Et puis des animaux qui sont présents. Donc, il y a notamment différentes études scientifiques qui sont intéressées à cette perception de l'écosystème agricole, du paysage agricole, et qui montrent que la biodiversité a un rôle majeur dans le bien-être que l'on peut avoir dans ces milieux-là. Il y a également la question de la qualité de l'eau, puisque c'est une question qui est primordiale pour notre santé à nous, et pour laquelle on dépense quand même beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une qualité de l'eau qui est convenable. Et ces différentes structures, notamment la présence de l'arbre, vont, au sein du système, vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Donc en filtrant davantage les nutriments qui sont, en filtrant davantage les lessivats et les excédents d'azote qui pourraient être lessivés dans le sol et se retrouver dans la nappe, mais aussi avec la diminution du besoin en pesticides dans le système. Et puis, il y a aussi des questions de gaz à effet de serre qui vont être... disons que ce genre de système permet d'éviter, soit de capturer d'un côté du CO2, ou alors d'éviter d'en produire, avec l'arbre qui en lui-même va permettre de capter du CO2 à travers la structure arborée qu'il effectue, mais aussi à travers la matière organique qui va retourner au sol.
Et de manière plus générale, tous les éléments qui favorisent qui augmentent le taux de matière organique dans les sols vont permettre de capter du CO2 et de l'incorporer dans les sols. Et donc cela, il a été montré que ça peut avoir un impact très important sur le contenu en CO2 de l'atmosphère. Donc retrouver des écosystèmes qui soient vivants et des sols qui captent le carbone permettrait de limiter le taux de CO2 dans l'atmosphère. Peut-être juste avant de passer au point suivant, un élément supplémentaire par rapport aux gaz à effet de serre, il semblerait, alors je n'ai pas regardé les publications scientifiques là-dessus, mais il semblerait que quand des bovins sont nourris à l'herbe, la production de méthane est beaucoup moins importante que lorsqu'ils sont nourris à l'ensilage de maïs, par exemple. Et donc, c'est un intérêt particulier de pouvoir de mettre l'animal remettre l'animal au sein de l'écosystème agricole plutôt que dans des étables où il va être en élevage intensif, notamment pour ces gaz à effet de serre. Alors, à vérifier, mais voilà, il semblerait que ce soit le cas. Et puis, il y a ces questions d'érosion et de coulée d'eau boueuse qui sont un petit peu la base du de recherche dans lequel je travaille actuellement, puisque finalement, quand vous avez un écosystème, un système agricole en agriculture intensive, eh bien, nous avons un sol qui est particulièrement dénaturé et qui, très facilement, dès qu'il y a une pluie, va se lessiver et va emporter la terre, les sédiments, les nutriments avec lui. Donc, c'est un problème pour l'agriculteur qui perd son outil de travail, son sol, mais c'est aussi un problème pour les habitants qui habitent en contrebas, puisqu'il peut y avoir des coulées d'eau boueuse qui en découlent. Et donc, ces systèmes-là, à travers la présence de l'arbre, des bandes enherbées, différentes structures, vont permettre de limiter ces phénomènes, mais aussi l'amélioration de la qualité des sols va faire en sorte que la terre et le sol soient beaucoup plus cohésifs et soient beaucoup moins soumis à l'érosion. Je n'ai pas le temps de vous présenter ici davantage d'éléments par rapport à ça, mais il y a vraiment des tests assez faciles à faire qui montrent qu'entre un sol, par exemple, en agriculture de conservation et un sol en agriculture intensive, si vous prenez une motte de terre et que vous la mettez dans l'eau, eh bien, il y aura une grosse différence. Le sol en agriculture intensive va se déliter dans l'eau, alors que le sol en agriculture de conservation va beaucoup mieux va en fait rester cohésif et ne pas tomber en boue, en fait. Alors, il y a aussi les changements climatiques. Il y a un intérêt de ces systèmes pour les changements climatiques, puisque j'ai parlé un petit peu des gaz à effet de serre, mais il y a aussi pour l'agriculteur un intérêt à mettre en place ce genre de système, parce que ça va permettre de tamponner les extrêmes météorologiques, que ce soit la chaleur, mais aussi le vent, avec les haies, avec l'arbre dans le système, et puis de diversifier le système, donc de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, pardon. Ce qui permet vraiment, dans des conditions de changement climatique, comme on les connaît ou on va les connaître dans le futur, d'avoir un système qui soit beaucoup plus résilient. Et puis, j'ai parlé de la biodiversité, mais cette biodiversité n'est pas uniquement intéressante en tant que telle à protéger, c'est cette biodiversité qui va permettre d'apporter de nombreux services. On parle de services écosystémiques, donc c'est les services qu'apportent les organismes vivants au sein de l'écosystème, les services dont on va pouvoir bénéficier, notamment pour ces organismes. La pollinisation, donc de nombreuses cultures sont dépendantes d'une bonne pollinisation par les insectes, et notamment les insectes sauvages, mais aussi la lutte biologique, puisque quand on a un système qui est vivant, qui est diversifié, avec des communautés importantes de prédateurs naturels, eh bien, on peut se passer de pesticides. Et c'est un intérêt majoritaire pour l'agriculteur de se reposer sur le fonctionnement naturel de l'écosystème pour la production agricole. La fertilité des sols, j'en ai déjà parlé un petit peu. Apporter de la matière organique et avoir une vie du sol importante va permettre d'avoir des sols qui soient de meilleure qualité et donc qui retiennent aussi plus les nutriments, qui retiennent mieux l'eau, mais aussi qui permettent de mieux évacuer les excédents d'eau. Donc, ça a différents intérêts qui permettent d'avoir une production qui soit plus adaptée et aussi des plantes qui soient en meilleure santé. Et donc, encore une fois, de diminuer les pesticides qui seront ou d'arrêter carrément les pesticides qui seront à mettre en place sur les parcelles. Et enfin, un dernier élément, un dernier intérêt de ces systèmes, de la mise en place de ces systèmes pour l'agriculteur, ce sont les marges et l'autonomie qu'il va pouvoir avoir.
Alors, les rendements, parfois, sont dans certains cas meilleurs que dans l'agriculture conventionnelle. Des fois, ils sont un petit peu moins bons en fonction des systèmes. C'est très variable en fonction de ce qui est mis en place. Mais par contre, les marges que peut retirer l'agriculteur en se basant plutôt sur la diversité que sur les intrants chimiques, eh bien, vont souvent être plus importantes après une période de transition. Puis c'est aussi une question d'autonomie, autonomie vis-à-vis des changements à venir, changements climatiques, autonomie vis-à-vis du système financier et mondialisé, autonomie parce qu'on va diversifier justement ces cultures et comme je le disais, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et puis autonomie aussi par rapport aux conseillers agricoles, c'est vraiment se réapproprier en fait l'outil de fonctionnement et se réapproprier le fonctionnement de l'écosystème qui apporte un grand intérêt pour les agriculteurs. Alors voilà un petit peu, voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à tout ça. Et je vais juste essayer de conclure là-dessus, puisque comme on l'a vu, à l'heure actuelle, certains écosystèmes agricoles sont parmi les plus pauvres que l'on puisse avoir donc parmi les écosystèmes les plus pauvres en termes de biodiversité. Et avec la mise en place de ces différents éléments, c'est peut-être utopique, mais j'ai espoir qu'un jour, on puisse en fait aller à l'opposé et créer de nouveaux habitats et avoir un système agricole, un écosystème agricole qui soit parmi les écosystèmes les plus riches dans nos contrées, dans nos milieux. Donc vraiment passer d'un écosystème très dégradé comme on l'a actuellement, avec un potentiel énorme de favoriser cette biodiversité, puisqu'on a la possibilité de mettre en place énormément d'habitats différents qui vont favoriser tout autant d'espèces différentes. Alors, très rapidement, concernant les illustrations que j'ai utilisées, la plupart sont de ma composition. Il y en a certaines qui viennent d'Internet présentées ici. Et sur ce, je vous remercie vraiment de votre attention pour cette présentation et je suis disponible pour des questions si vous en avez et pour répondre à vos interrogations ou vos commentaires. Les questions sont légion, vraiment. Merci beaucoup, Florian. Alors, je vais poser différentes questions qui sont présentes dans le chat. L'une d'entre elles, oula, tout s'est changé, est revenue à plusieurs occasions, à la fois sur des choses privées, qui est de demander pourquoi avoir choisi le paramètre de la reproduction. Est-ce que les effets de la monoculture sur d'autres paramètres, comme par exemple l'espérance de vie ou la sensibilité aux pathogènes, sont déjà connus ou est-ce qu'il y a une autre raison? Sur la sensibilité aux pathogènes, on connaît assez peu de choses. Donc là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'études et c'est quelque chose qui est relativement complexe à mettre en place. Sur la longévité, en fait, c'est une espèce proie. Donc la longévité va énormément dépendre de la capacité du hamster à se protéger par rapport aux prédateurs. Et donc c'est normal que le hamster soit consommé par les proies. Il y a pas mal de choses qui se font, même à l'heure actuelle encore, au laboratoire par rapport à ces questions de prédation. Ce qu'il y a, c'est que dans ma thèse, je ne me suis pas intéressé de manière plus spécifique à ces questions-là, mais dans tous les cas, les couverts végétaux qu'on va pouvoir mettre en place, diversifier l'habitat et puis avoir des parcelles plus petites, des choses comme ça, vont dans tous les cas favoriser la survie du hamster dans ce cadre de limiter la prédation. Après, voilà, c'est surtout la reproduction sur laquelle on a fait un focus, puisque vu que c'est une espèce proie, en fait, c'est essentiellement à travers la reproduction que l'espèce se maintient. La longévité va être dépendante du taux de prédation, mais s'il y a une forte reproduction derrière, ce n'est pas un problème, c'est naturel. Et c'est tout à fait un fonctionnement normal du système d'avoir le hamster qui se fait croquer par quelques prédateurs si jamais la reproduction est bonne derrière. Donc, c'est parce que c'est aussi un des paramètres principaux et que, vu les études qui avaient été menées précédemment, il semblait que ce soit vraiment un paramètre crucial de s'intéresser à ça. Alors, pour faire écho à cette question de Christiane sur la reproduction, il y a Charles qui demande, est-ce que les pesticides aussi peuvent perturber la reproduction? Alors, il y a des pesticides qui peuvent perturber la reproduction. Sur le hamster directement, il n'y a pas eu d'études, à ma connaissance, qui ont mené sur la reproduction, mais il y a eu une synthèse bibliographique qui s'est faite sur les pesticides, notamment concernant l'enrobage du maïs, pour essayer de voir si les pesticides qui enrobent le maïs en conventionnel ont un impact sur le hamster.
Et il y a certains pesticides qui, effectivement, peuvent être dangereux. Pas tous, mais en fonction des doses. Alors, ça ne se repose pas sur des études menées sur le hamster, mais plutôt sur des études menées sur le rat. Mais en faisant le comparatif des doses, c'est quelque chose qui peut avoir une influence. Après, là, c'est sur des études bibliographiques qui s'intéressent quelque part aux doses létales, c'est-à-dire à quelle dose est-ce qu'il va y avoir un impact sur la mortalité. La reproduction, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible et qui va pouvoir interagir avec de nombreux autres facteurs. Donc, on connaît l'effet de pesticides à de nombreux niveaux pour la biodiversité. Clairement, ça a des effets néfastes à bien des niveaux, et notamment l'effet cocktail de polluants. Donc, clairement, il est possible que ça ait un effet. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on a une réponse claire à l'heure actuelle. D'accord. Il y a vraiment énormément de questions. Alors, je suis désolée à l'avance, mais Pas de j'essaye souci. de les regrouper. Il y a Florent et Maëla qui abordent des sujets un peu similaires, puisqu'il y en a un qui dit: «On voit bien l'intérêt pour la faune et la flore, mais comment est perçu ce type de changement par les agriculteurs dans la pratique de leur métier?» Et la question subsidiaire de Maëla, c'est: «Lors de vos recherches, avez-vous pu étudier le type de ravageurs pouvant apparaître dans les cultures suite à ces nouvelles mesures?» Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on les met en place? Voilà. C'est une question qui est très intéressante, une double question qui est très, très intéressante et justement, bon. Alors, tout d'abord, par rapport à la perception des agriculteurs, en fait, c'est quelque chose qui sera encore développé davantage par rapport à tout ça, à ses limites. C'est bien beau tout ce que j'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas mis en place? Forcément, il y a beaucoup de freins qui font que c'est pas, ça limite le développement. Alors, les agriculteurs sont forcément encore réticents, notamment parce qu'il peut y avoir des effets négatifs. Et en fait, c'est surtout que l'ensemble des effets positifs que l'on peut observer là mettent du temps à se mettre en place. Ce n'est pas au bout d'un an qu'on va observer un écosystème qui va être à l'équilibre, qui va fonctionner correctement. Les études scientifiques montrent que c'est souvent au bout de 5 ans, voire 10, 15 ans, qu'on a vraiment des effets négatifs, des effets positifs pardon, qui vont se montrer. Et avant cela, c'est plutôt des effets négatifs. Donc, par exemple, quand vous arrêtez de travailler le sol, les premiers effets négatifs que vous allez avoir, c'est les mauvaises herbes, les adventices qui viennent, le sol qui se compacte, etc. Et pour que l'ensemble du système puisse fonctionner correctement, ça met beaucoup de temps. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et ensuite, les différents éléments positifs que j'ai évoqués, notamment pour la société, eh bien, l'agriculteur ne les reçoit pas tous. Donc finalement, lui ne reçoit qu'une partie des bénéfices qu'il aurait à installer ces pratiques, à mettre en place ces pratiques. Alors, il y a des choses qui se font petit à petit, mais la politique agricole commune qui est en train de se mettre en place et de se discuter à l'heure actuelle n'est pas du tout favorable à un réel changement du fonctionnement à l'heure actuelle. Donc, sur les années qui viennent, on risque encore de tâtonner, de faire des petits pas et de ne pas réellement avoir des avancées qui permettraient d'aider les agriculteurs à faire une transition massive dont on a réellement besoin. Alors, concernant les réticences des agriculteurs par rapport à ce qu'on appelle les pestes, les ravageurs, les nuisibles, entre guillemets, alors, les études scientifiques qui ont été faites montrent que de manière générale, et notamment au niveau des habitats semi-naturels, en fait, quand on a plus on a d'habitats semi-naturels, plus on va avoir des régulations qui vont se faire de manière naturelle. C'est-à-dire que, en fait, vous allez limiter les populations d'animaux qui vont se développer de manière très importante, et notamment c'est le cas des ravageurs, et qui du coup plutôt favoriser un contrôle. C'est quelque chose c'est une généralité, on va dire, et dans la plupart des publications scientifiques, c'est quelque chose qui apparaît, mais dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, c'est très dépendant des systèmes. Donc, en fait, il faut surtout voir ça comme une possibilité quand le système s'est développé correctement. C'est quelque chose qui se met en place, mais il y a des cas, notamment tant que le système n'est pas encore en place, où ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, par exemple, des systèmes, je prends un exemple, une publication scientifique qui a étudié l'effet de l'agroforesterie sur les nuisibles, entre guillemets, présents dans les parcelles, et qui a montré des différences entre donc un intérêt en termes de ravageurs par rapport en système biologique, donc intérêt de l'agroforesterie en système biologique, mais que par contre, en système conventionnel, il n'y avait pas cet intérêt, et au contraire, c'était plutôt un inconvénient. Et donc, on voit bien que là, c'est tout le système qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement une pratique qu'il faut changer, c'est vraiment le modèle agricole dans son ensemble. Donc, voilà, il faut voir ça en termes de possibilités, de changement global, et pas uniquement de petites choses. Donc, c'est pour ça aussi que ça bloque un peu les agriculteurs, c'est qu'il y a quand même ces limites et que ça prend du temps à mettre en place.
et c'est Alors, complexe. manifestement, les participants à la conférence partagent votre point de vue puisque beaucoup parlent de cette approche holistique, que ce soit en mentionnant One Health, donc le lien entre Tout à fait. Mmh. la santé animale, environnementale et humaine. Mais du coup, il y a pas mal de questions sur est-ce que le label bio, enfin, comment on peut faire pour encourager ces pratiques? Est-ce que, est-ce que c'est pris en compte dans certains labels, bio ou autres? Est-ce que des réglementations publiques ou politiques incitent à ces changements ou pas trop? Alors, donc, il y a le label bio qui est connu, qui permet déjà d'avoir des choses qui sont relativement intéressantes. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent l'intérêt du bio pour la biodiversité. Le bio en tant que tel n'est pas forcément la réponse à tout, et le bio peut très bien se baser sur de la monoculture, sur des sols labourés, etc. Le plus intéressant serait de combiner le bio avec l'agriculture de conservation. C'est ce que certains agriculteurs essayent de faire et arrivent à faire, en tout cas à développer. C'est particulièrement complexe, mais c'est envisageable. Après, concernant l'agriculture de conservation, il y a, disons, d'autres modèles relativement similaires, hein, où on essaie d'augmenter la biodiversité dans les parcelles. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réel label qui existe et de réelle façon pour le consommateur de savoir ce qui se met en place. Par contre, il y a quand même des initiatives qui se développent. Et je peux citer l'association pour une agriculture du vivant. Ah oui. Bon, donc, je ne sais plus si c'est une association, mais pour une agriculture du vivant qui a quelques années maintenant, qui est assez jeune, mais qui est en train de développer en lien avec différents partenaires économiques, et puis les agriculteurs qui sont engagés dans ce genre de démarche, des filières qui permettraient de valoriser ces démarches-là. Donc, je pense que ça a beaucoup d'avenir et que ça permettrait de retrouver aussi sur nos étals et dans les supermarchés aussi, des produits étiquetés clairement agriculture de conservation par rapport à ça. Et donc là, il y a notamment un indice de régénération, je crois, qui a été mis en place par ce groupement. Et donc, c'est vraiment une nouvelle étape qui permettrait, du coup, qui en fait s'intéresse au fonctionnement global de l'exploitation agricole et qui essaie de comprendre de quelle manière est-ce qu'il il y a des efforts qui sont faits pour régénérer les sols, pour régénérer la vie au sein de l'exploitation. Et du coup, de favoriser la biodiversité et puis une gestion plus durable. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'espère que ça pourra se développer assez rapidement. Et après, c'est vraiment beaucoup pour le consommateur, c'est s'intéresser au niveau local de ce qui se fait et essayer voilà, de favoriser les modèles et les agriculteurs qui mettent en place des choses comme cela. C'est encore limité, mais il y a vraiment des agriculteurs qui mettent en place un peu partout en France des choses du style. Je vais me permettre de poser la dernière question avant de donner la parole à Jean-François, parce que sinon on va largement dépasser, je crains, notre horaire, vu comment c'est passionnant et le nombre de questions qu'on a pu recevoir. Si on met, enfin, je réponds ainsi aux questions à la fois de Ségolène, d'Alexandre, de Christiane et quelque part de Tiffaine aussi. Est-ce que la population du grand hamster résiduel est assez diversifiée génétiquement pour assurer la survie de l'espèce? Est-ce qu'il a modifié son comportement face au changement de son milieu? Est-ce qu'on peut accueillir le grand hamster dans d'autres régions de France que d'Alsace? Ce que je trouve une question très, très intéressante. Voilà, et c'est un peu des questions sur le hamster, lui-même pour terminer avant de donner la parole. D'accord. Alors, concernant la diversité génétique des populations de hamsters présentes, il y avait une étude, je crois que c'était en 2014 ou 2011, je ne sais plus exactement, qui s'était intéressée à la question et qui a montré qu'à l'heure actuelle, en tout cas quand l'étude a été menée, il y avait encore une diversité suffisante pour permettre voilà, de conserver une population qui soit viable à long terme et qui n'avait pas forcément besoin d'aller chercher des hamsters en Allemagne ou ailleurs pour diversifier la population. Donc, a priori, ça ne devrait pas être un frein pour le développement de cette espèce. Entre-temps, j'ai oublié le reste de la partie de la question. Pardon. C'est- Il y avait, est-ce qu'il a modifié, par exemple, son ah. comportement face au changement de son milieu? Alors là, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de données par rapport à ça, parce que l'étude du comportement animal, il y a 50 ans, c'était quand même très restreint. Donc, À part forcément, des il s'est adapté, mais voilà, je ne sais pas si on a beaucoup d'éléments. Il y avait une troisième partie de dernière question. partie de la question était: est-ce qu'on peut accueillir le grand hamster dans Ouais. d'autres régions de France? Ça va être plus compliqué parce que, disons que déjà, c'est pas ça fait pas partie de son aire de répartition historique.
enfin, c'est notamment lié à ces conditions climatiques et de sol. C'est quand même une espèce qui est continentale et du coup, on le voit notamment avec l'étude que j'ai présentée au début. Donc, je disais que la monoculture de maïs a un impact négatif sur la masse des hamsters. Et en fait, il n'y a pas seulement la monoculture de maïs, il y a aussi l'augmentation de la pluviométrie et, et donc notamment l'effet du changement climatique qui semblerait rentrer en jeu. Et donc en fait, plus on va vers l'ouest, plus cette pluviométrie en hiver est importante. Donc en liant les deux, on en arrive à comprendre qu'a priori, ce n'est pas du tout une espèce qui est adaptée au climat plus océanique et c'est plutôt une espèce adaptée au climat continental. Alors voilà, c'est quand même c'est assez paradoxal parce que finalement, c'est une espèce qui, j'aime pas trop parler, et c'est aussi quelque chose qui est intéressant, mais c'est une espèce qui était abondante et qui était considérée elle-même comme nuisible à l'époque, alors que maintenant, elle est protégée et qu'elle est quand même finalement sensible à des petites choses, juste un petit peu plus d'humidité en hiver, et ça suffit quelque part à l'affecter, juste un petit peu moins de diversité végétale, et alors qu'elle pullulait, on va dire, dans les champs à l'époque, et ben maintenant on ne sait même pas comment faire pour la sauvegarder. Donc ça remet un petit peu en question nos actions et notre impact sur notre environnement, et c'est intéressant d'être assez humble par rapport à ça et d'éviter de faire n'importe quoi. Et d'où l'importance de recherches pluridisciplinaires telles que vous les portez. On laisse le mot de la fin à Jean-François. On vous remercie infiniment, Florian. Vraiment. Merci beaucoup à tous. Voilà, je prends la parole. Merci beaucoup, Florian. C'était formidable de vous entendre et on va noter d'abord la très belle démonstration et le très beau plaidoyer que vous avez fait pour le système de polyculture, polyélevage, qui est vrai, est une source incroyable de biodiversité. Alors, c'est dommage évidemment que ce soit un modèle d'élevage et de culture qui disparaissent. Certains le recréent, certains jeunes agriculteurs notamment se relancent dans ce modèle, mais c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut vraiment être intimement persuadé de la qualité du milieu que l'on va trouver au bout du compte après beaucoup de peine. Donc, merci pour ce premier plaidoyer. Merci évidemment pour le plaidoyer pour le grand hamster. C'était formidable de vous entendre sur le sujet. On va espérer effectivement que ça se passe mieux pour lui dans l'avenir. Et avec cette, disons, cette présentation que vous avez faite du grand hamster, je dirais que c'est bien parce qu'on redécouvre ce que les espèces humbles peuvent nous apporter. Et comme elles méritent autant que des espèces célèbres, souvent exotiques et de grande taille, subissent. Alors évidemment, on a tendance à, souffrir pour ces grandes espèces qui vont sans doute pour bon nombre d'entre elles disparaître, mais que l'on n'oublie pas que des espèces très humbles sont proches de nous et qu'on a une vraie responsabilité à leur égard. Et le grand hamster pour cela est un formidable exemple, donc à mettre sur le piédestal des espèces humbles à sauvegarder à tout prix. Et quels que soient les millions d'euros, parce que c'est plus qu'un animal, c'est vraiment un symbole, que ce soit les millions d'euros qu'on devra dépenser pour cela dans un cadre notamment européen. Alors, vous avez traité aussi d'un sujet extrêmement intéressant, savoir la nécessité de la diversité alimentaire pour qu'un animal se porte bien. Alors, ça vaut pour l'homme, bien entendu, ça vaut pour les animaux domestiques dont nous avons la charge, et ça vaut aussi, on le découvre, bon, je le savais, d'accord, mais vous nous l'avez fait découvrir, rappeler, c'est nécessaire aussi pour la faune sauvage. Alors, je vais vous dire, dans les centres de soins, on accueille très régulièrement, et notamment cette saison, des jeunes, des juvéniles, notamment d'oiseaux carencés. C'est notamment le fait des espèces qui vivent en ville, et les parents vont évidemment au plus facile. Ce sont des espèces dites opportunistes, certes, mais elles vont au plus facile, et une bonne part de ces parents nourrissent leurs jeunes avec une alimentation très monotone et carencée. Et dans les jeunes qu'on nous apporte, il y a des animaux qui ont des déformations évidentes, des défauts de plumage par exemple, et souvent pas récupérables malheureusement. Donc, un animal sauvage aussi doit évidemment avoir une alimentation équilibrée, et comme il attire son environnement, c'est à nous d'assurer l'équilibre de cet environnement, bien entendu. Alors, j'ai aussi noté cette dépendance évidente que l'animal a de son milieu. Il dépend évidemment de son milieu,
On peut poser aussi la question du milieu, dans quelle mesure est-il dépendant de l'animal? Autrement dit, la disparition du grand hamster aura-t-elle des conséquences visibles? Alors, on pense tous à quelque chose de très médiatisé, c'est l'éradication du loup du parc du Yellowstone, évidemment, qui a fait chuter la biodiversité à bien des égards, avec notamment une prolifération des cervidés. Et puis, la réintroduction, qu'on suit maintenant depuis quelques décennies, a été remarquable. On a remis un grand prédateur et on a vu effectivement quel rôle il jouait dans la régulation des populations de cervidés et dans la restauration de la biodiversité. Donc, qu'en serait-il du grand hamster s'il disparaissait? Quelles seraient les conséquences pour le milieu? Sujet peut-être difficile à aborder, je ne sais pas si vous avez une réponse. En deux mots, peut-être, pour moi, il y a de nombreux écosystèmes, et surtout avec les populations actuelles, finalement, on peut presque considérer qu'il a disparu dans de nombreux endroits. Et on a tellement modifié l'écosystème déjà avec l'agriculture que je ne sais pas si ça changerait beaucoup. Mais par contre, réinstaller sa présence avec toutes les mesures qui vont avec, en fait, permet de favoriser toute la biodiversité qui va avec. Et c'est surtout ça qui est un enjeu. C'est une espèce parapluie, c'est un porte-étendard, on va dire, du développement d'une autre agriculture. C'est surtout ça. Merci. Alors, je vais terminer effectivement en disant que vous avez la première qualité du chercheur. Vous avez tout de suite replacé votre travail au sein du travail d'une équipe. Et c'est donc cette qualité d'humilité que le chercheur doit cultiver. Et on n'est jamais un grand chercheur si on n'est pas humble, parce qu'à ce moment-là, on ne se pose jamais assez de questions. Donc, merci pour cette première qualité que je vous reconnais, en dehors de celle d'être un excellent conférencier. Merci, Florian. Merci beaucoup. Alors, Galit, je crois qu'il faut donner rendez-vous à nos amis pour le 24 juin, c'est bien cela. Et Exactement. nous ferons un voyage un petit peu plus lointain que l'Alsace, puisque nous irons au Nicaragua, hein, c'est bien cela? Tout à fait, avec Joël Devert. Parfait. Écoutez, merci à tous, merci au DJI, merci Florian, bonne poursuite et belle carrière. Et bonne Merci soirée à beaucoup. tout le monde, à tous nos auditeurs et auditrices. Bonne soirée. Au revoir.